Donc Mimwa Biongo, co-organisateur de ces tables rondes. Il est un peu difficile après avoir entendu mon frère Cyriac Babela de faire des propositions, donc je me garderai bien d'aller un peu plus loin dans mes propositions qui sont pour le moment un peu informelles, en tout cas elles ne sont pas structurées, mais moi je voudrais surtout relever une chose, c'est que lorsqu'on décide de refonder des institutions, il faut, je pense, s'appuyer sur l'histoire du pays. Et on en arrive là, pourquoi? Parce que, à mon avis et à mon sens, si je milite pour la refondation des institutions, c'est par rapport à toutes les guerres civiles qu'on a connues au pays. Quand on prend des pays comme le Tchad, bon, il y a eu des guerres civiles au Tchad, mais il y a des pays où on parle de guerre civile parce que des agriculteurs ou des éleveurs auraient emmené leur pâturage, enfin pas des pâturages, mais en tout cas auraient emmené leurs bêtes sur les pâturages des autres. Et ça fait des guerres où parfois c'est pour de l'eau. Et au Congo, toutes les guerres que nous avons connues, parce qu'on ne veut pas appeler un chien, les guerres civiles que nous avons connues, c'est des guerres civiles qui sont la conséquence de la conquête du pouvoir. Ça c'est un fait qu'on ne peut pas ignorer, et moi-même j'en ai été victime. On l'a vécu, et je vais vous raconter une petite anecdote. C'était à la fin de la conférence nationale. Je m'étais retrouvé un peu par hasard dans une réunion organisée chez M. Mukwege. À l'époque, j'étais encore au lycée. Je ne suis pas sûr que mon grand frère Mapingu était là, mais M. Pascal Lissouba y était invité. Non, souvent marginalisé, tu le sais. Je sais, tout à fait. Et donc, je ne vais pas vous parler de toute la réunion parce que je pense que ça n'intéresse pas grand monde, mais il y a donc des citoyens lambda qui étaient à l'époque, je pense, un peu naïfs comme moi, qui avaient posé la question à M. Pascal Lissouba, mais comment se fait-il qu'avec le programme qui était le sien, parce que je crois que Pascal Lissouba, Pascal Lissouba était l'une des rares personnalités congolaises qui arrive à la conférence nationale avec un petit livret. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore le retrouver, mais en tout cas, il avait des propositions pour une transition au Congo. Et on lui pose la question, mais comment se fait-il qu'avec ces propositions-là, vous n'avez pas été élu? Et ça, c'est une chose dont je n'ai jamais parlé en public. M. Mukwege est encore en vie, il peut lui témoigner. Il y avait le professeur Ngoingala, où Pascal Lissouba dit ceci. Écoutez-moi bien, le problème du Congo, c'est un problème de redistribution entre les élites du pays. À l'époque, j'étais encore au lycée de la Libération. Et je n'avais pas la conscience politique que j'ai aujourd'hui. Et c'est seulement après que j'y ai beaucoup réfléchi. Donc, Lissouba disait tout simplement qu'au Congo, on peut avoir le meilleur programme, c'est pas pour autant qu'on peut être élu. Et il avait bien fait remarquer que c'était son analyse, que si Milongo l'avait battu à la conférence nationale, c'est parce que, tout simplement, on va dire les choses crûment, il y avait plus de ressortissants du pool dans la salle. Je caricature un peu. C'est pour dire que au Congo, le principal problème, c'est pas pour reprendre naïvement les propos de Pascal Lissouba, qu'il avait ce jour-là dit, mais ne nions pas que les différentes guerres que nous avons connues sont dues à la compétition, à la conquête du pouvoir. Donc pour moi, la refondation doit intégrer ce fait. L'ignorer, c'est vraiment, je pense, l'ignorer, c'est vraiment, ça serait une faute très grave. On va dire que les populations sont instrumentalisées. Oui, elles le sont.
C'est vrai qu'elles le sont, sauf que ça fonctionne comme ça. Donc, pour moi, la question que je me pose, c'est comment faire en sorte que la compétition électorale, puisque nous avons des partis politiques à caractère ethnique, en cas de conflit électoral, ne deviennent pas des conflits entre communautés. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, moi j'imagine aussi une institution, en tout cas chef de l'État, pour ne pas parler de président. Le chef de l'État, pour moi, ne doit pas être un président, enfin, en tout cas un chef de l'État comme on le connaît aujourd'hui, il faut que ça soit à titre honorifique. Et il ne faut plus qu'on ait, pour ce type de poste, des élections à suffrage direct. Je n'ai pas pour le moment l'ingénierie de comment faire, mais je suis sûr d'une chose, c'est que les pouvoirs dévolus aujourd'hui au chef de l'État, en tout cas moi quand je dis aujourd'hui, je m'appuie sur la Constitution de 92, si on reste sur ce schéma, avec des partis à caractère ethnique, et ça s'est encore vérifié pendant la dernière élection de 2016, où on a vu une stratégie, en tout cas pour justifier la multiplication des candidats à l'élection présidentielle, on l'a justifié sur le fait que chaque leader devait mobiliser dans son terroir. C'est comme ça que ça a été justifié. Donc, pour éviter que les voix se perdent, en tout cas que Sassou ne fasse pas... Kolela devait se présenter dans le pool et il a fait le plein. Donc c'était ça la stratégie. Malheureusement, il y a eu le phénomène Mokoko qui est arrivé, qui a un peu remis tout ça en cause. Bref, il faut qu'on essaie d'imaginer les choses pour que demain, la compétition électorale ne devienne pas une compétition entre les différentes élites. Ensuite, il faut que nos institutions intègrent le fait qu'il faut apaiser. Mais apaiser, il faut qu'on se dise aussi que les gens, en tout cas les citoyens qui veulent accéder au pouvoir, ce n'est pas seulement pour rendre service aux populations. Ou bien comme disait M. Ba, je suis venu pour vous servir, pas pour me servir. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, il y a aussi des citoyens qui s'engagent parce qu'ils ont besoin de tous ces honneurs-là, parce que voilà, c'est ça. Et on va prendre un exemple tout simple. Nous vivons en France, beaucoup, à la place de Gérard Collomb, qui était ministre de l'Intérieur, aurait pu se dire, en tout cas beaucoup n'ont pas compris, mais comment se fait-il que ce monsieur qui est ministre de l'Intérieur, finalement se retire du gouvernement et repart dans sa mairie de Lyon. Mais je pense qu'il l'a aussi fait parce qu'il sait qu'en étant maire de Lyon, il a des attributions qui ne sont peut-être pas celles d'un ministre, mais qu'il a suffisamment de pouvoir et qui peut, lorsqu'on est opposant et dans cette situation, attendre la prochaine alternance politique. Donc, apaiser, c'est aussi redistribuer. On est dans des démocraties aujourd'hui qui sont apaisées parce que madame, comment il s'appelle déjà, celle qui est aux régions de France, Pécresse, mais peut attendre l'élection prochaine parce qu'elle a suffisamment de moyens pour continuer à vivre décemment. C'est vrai pour M. Bertrand qui est dans le Nord. Donc, apaiser une démocratie, c'est aussi savoir redistribuer. Que celui qui gagne ne gagne pas tout, que celui qui perd, perd tout. Donc voilà rapidement, pour moi, la refondation doit s'appuyer d'abord sur l'idée qu'on doit prévenir des conflits. Donc à nous de trouver l'ingénierie nécessaire pour faire en sorte que demain, nous n'arrivions plus à ces conflits. L'Agnali, donc citoyen. Alors moi je vais intervenir d'abord, je vais faire une petite analyse sur les mots qui minent un peu notre pays. À mon sens, il y a l'immoralité et l'irresponsabilité de notre classe politique. Ça, c'est le premier point, duquel découle justement le manque cruel d'hommes d'État. Parce que pour moi, je suis désolé, on a eu des présidents de la République depuis 1960, mais on n'a eu aucun homme d'État. Tous ceux qui se sont succédés à la magistrature suprême au Congo, pour moi, n'ont pas été des hommes d'État.
permettez-moi, je suis un petit peu nostalgique. Moi, je suis très nostalgique de la période pré-indépendance, c'est-à-dire la période entre 45 et 56, où on avait deux bonhommes qui, pour moi, ont été des hommes d'État. Jacques Opango, Jean-Félix Chikaya. Et je dirais également qu'aujourd'hui, voilà, l'autre problème, en dépit à part l'irresponsabilité et l'immaturité de notre classe politique, c'est qu'on a un problème ethnique. Je pense que les frères qui m'ont précédé l'ont souligné. Mais pour moi, le problème ethnique n'est pas réellement un problème, parce que l'ethnie, la tribu aujourd'hui est exploitée par les hommes politiques. Et on a eu, dans les années 60, avant l'indépendance, un exemple patent avec Jean-Félix Chikaya. Quand Jean-Félix Chikaya règne entre 45 et 56, il y a autour de lui ce qu'on appelle à l'époque l'Assemblée territoriale. Et l'Assemblée territoriale, c'était un petit peu l'Assemblée locale, si vous voulez. Et autour de cette Assemblée locale, il y avait tout le monde. Il y avait le parti de Chikaya, le PPC, il y avait le parti d'Opango, puisque c'était les deux principaux partis. Il y avait le RPF de Garnier, et puis il y en avait un ou deux autres. Mais comment Chikaya a conçu la chose? Chikaya a conçu la chose, je pense qu'il y a des frères qui l'ont rappelé ici, de manière à ce que tout le monde soit représenté au niveau de cette assemblée locale. Et ça fonctionnait exactement comme une assemblée tournante. La preuve, le PPC, qui était pourtant le parti majoritaire, partageait le pouvoir. Il y avait, je crois que c'était tous les 2 ans qu'on élisait le président de l'assemblée territoriale, et c'était à tour de rôle. Un coup c'était un élu du PPC, un coup c'était un élu d'Opango, un coup c'était même quelqu'un du RPF. Bref, ce qu'il y avait de bon, c'est que ça permettait à tout le monde de participer au pouvoir et d'apprendre justement, de faire connaissance avec le travail parlementaire. Et Chikaya avait étendu ce modèle de gestion aux assemblées, parce qu'il y avait également au niveau de ce qu'on appelle le Grand Conseil de l'AEF, qui est l'aïeul, si vous voulez, de la CEMAC. Et c'était la même chose. Il y avait tout le monde. Et quand on prend également les institutions hexagonales, puisque à l'époque on dépendait de la France, il y avait 3 institutions hexagonales. Il y avait l'Assemblée nationale, Chikaya était donc notre représentant ici. On avait l'Union française ou le Sénat, et à l'Union française ou au Sénat, ça tournait. Ça commençait d'abord avec un compatriote du Poul, après ça a été quelqu'un du Niari, et ainsi de suite. À l'Assemblée de l'Union française, c'était exactement la même chose. Et je pense que ça, il y a des frères qui l'ont rappelé ici. Mon frère Poitiers-Corneau l'a rappelé, et puis je crois 2 autres l'ont rappelé. Je pense que ça permet justement, je crois que c'est Montesquieu quand il fait les 3 pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire, qui dit qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut qu'il y ait des contrepoids. Et quand tout le monde est autour d'une table, ça permet déjà de freiner, de refréner un peu certains appétits. Au niveau des institutions, on a un grand pays comme les États-Unis. Les États-Unis, c'est un grand pays, c'est la plus grande puissance du monde. Aux États-Unis, on a un président. Mais ce président est obligé de compose avec le Sénat. Et il y a bien des moments où le Sénat ne ratifie pas les lois que le président propose. Donc il faut, parce que les juristes, je crois que le grand frère Bakouna Pélé est là, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un système de checks and balances. Les institutions, oui,
Mais il faut qu'il y ait justement des poids et des contrepoids pour que justement les choses fonctionnent de manière où il est. En France, par exemple, on a eu François Mitterrand qui était contre, mais vraiment contre la constitution de la Ve République. Il a écrit, donc je crois, le coup d'État permanent, je crois que le doyen va qu'on appelait, c'est de quoi je parle. Mais une fois qu'il est arrivé, qu'il est devenu président, il s'est fondu dans ces institutions. Donc, ça c'est pour dire, ça rejoint un peu l'argument que je dis chez nous, en fait, le problème, ce n'est pas tant les institutions, je pense que ce sont les hommes. On n'a pas d'hommes d'État aujourd'hui. Et c'est pour ça que les choses ne marchent pas. On n'a pas d'hommes d'État, on n'a pas des hommes qui aient vraiment une envergure nationale, qui privilégie l'intérêt national. Ça, on l'a pas. Et donc, c'est ce qui cause un peu nos problèmes aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas abuser du temps de parole. Je pense qu'on est assez nombreux ici. Je pense que... Bon, je commençais par saluer tout le monde et puis m'excuser parce que je suis arrivé avec un certain retard et malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de suivre quelques interventions et notamment celle de Madame la ministre qui est ici et qui a dit, j'ai cru comprendre, qu'elle a dit quelque chose de très fort en parlant du courage des mots. Alors, je crois aussi, comme elle, que de toute façon, la liberté, comme disait Charles Péguy, est un système de courage. Et j'ajouterais même qu'il faut avoir le courage des mots, mais aussi le courage de son action. Parce que nous sommes aussi dans un combat politique. Nous ne sommes pas forcément... et le combat politique, ça veut dire aussi une pensée, une action, et tout ça, mêlé ensemble. Comme disait Bergson, agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Donc on a besoin de ça aujourd'hui. J'ai entendu beaucoup de propos aujourd'hui. J'ai beaucoup appris aussi sur l'histoire de notre pays. Et j'ai appris aussi j'ai vu aussi une génération qui est plus jeune que nous. Hein. Je parle de notre frère Matingou. Nous sommes un peu comme deux Dupont, l'un avec le pont D et l'autre, moi c'est Matingou, c'est Matingou. Ça c'est sympathique. Et j'ai vu aussi mon jeune frère Niali qui a effectivement parlé de l'histoire de notre pays, que je suivis quand j'étais très jeune, tous ces acteurs, parce que moi j'étais au séminaire de Luango et je passais mon temps chez le vieux Portela. Ils ont été à cette période les acteurs de ce que tu venais de dire, avec le vieux Tchitchen d'ailleurs, tout ce monde. J'ai hérité un peu, ils m'ont transmis un peu cette expérience qui était belle parce que tu parlais tout à l'heure des grands hommes. Et je crois que dans cette génération, il y avait des hommes politiques qui avaient non seulement cette idée de bâtir un pays, mais qui avaient aussi le sens de l'amitié. Imaginez-vous, j'étais tout gamin, je viens de Sanaga, et quand j'arrive à Pointe-Noire, je suis à Luango, ce sont ces gens qui venaient me chercher. Pourtant, ce n'étaient pas des hommes de chez moi. C'est des gens qui avaient une certaine culture et une certaine idée aussi de la vie tout court. Et il y a un frère tout à l'heure qui a parlé du Congolais, en disant que le Congolais, quand je suis arrivé, il disait que le Congolais était faux. Et je pense que ce portrait du Congolais, bien sûr, on ne doit pas être pessimiste à 100%, mais on doit dire tout simplement que nous avons réellement un problème de culture. Et ce problème de culture, moi je pense que c'est le plus important. Parce que quand, mon cher Mingwa, tu évoques cette histoire de l'Issouba qui arrive quand même, en effet. Nous avons travaillé ce projet avant qu'il n'arrive à la conférence nationale. Mais quand il fait le tour des hommes politiques avec son projet, il est à la limite pris pour un rigolo parce que le combat
À cette époque, pour certains, c'est le combat de la conquête du pouvoir, faire partir Sassou. Mais quand Lissouba arrive, un bon professeur avec son document, d'ailleurs Kolela sortira pour noyer Lissouba, pour l'embêter, sortira l'expression de l'autre qui disait « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et Kolela, durant toute la conférence nationale, pour taper sur Lissouba et revenir sur les affaires des crimes d'époque, comme Atchokota et autres, tape sur Lissouba en disant « attention, c'est bien bon cette littérature, mais on a besoin des hommes intègres et grands et tout ça ». Donc il y a eu tout ça, c'est ça notre pays. Donc nous, bien sûr, ici, nous avons une réflexion, nous essayons de transcender, de comprendre sociologiquement les problèmes de notre pays, mais n'oublions pas que nous sommes sur un terrain politico-politicien au Congo. Et les acteurs politiques, aujourd'hui, ne sont pas ceux que mon jeune frère venait de citer ici, avant les indépendances. On a eu des gens qui avaient certainement une certaine idée du pays. Aujourd'hui, les acteurs sont des acteurs à la conquête du pouvoir, point final. Et là, à ce niveau, même ici dans cette diaspora que nous constituons, vous verrez des gens qui n'auront pas cette capacité de transcender. Moi, j'ai eu du mal avec certains d'autres de faire comprendre que Mokoko était l'homme le mieux placé parce que ce monsieur avait cette capacité de transcender un certain nombre de problèmes et son passif nous avait révélé à la conférence nationale toutes ces choses-là. Alors, je suis d'accord, il faut effectivement qu'il y ait des hommes de consensus. Et dire qu'il n'existe pas aussi, c'est être pessimiste. Je pense que ces hommes existent. Ils ont un parcours, ils sont peut-être plus jeunes que nous aujourd'hui, et je pense qu'il faut de plus en plus impulser cette dynamique dans le cœur des Congolais, dans le cœur de tous les jeunes, en disant c'est possible demain de trouver des Congolais qui transcendent toutes ces questions et qui sont capables d'aller plus loin. L'erreur de Lissouba, je vais vous la donner, appelons ça erreur, c'est qu'il s'est laissé, en fait, il s'est laissé happer par une camarilla, par une canaille de politiciens, peut-être de sa génération, qui se sont dit, il est venu, ça nous intéresse, maintenant celui, on va l'instrumentaliser. Mais Lissouba, dès le départ, il est quand même porté par, bien sûr, par 3 régions, mais même dans le nord, même dans le sud, il y a eu des gens qui se sont dit, ce gars-là, il a tel profil, c'est un intellectuel, il a tel passé, au-delà de ses erreurs, on peut essayer. Sauf que quand il arrive, ben, il n'a pas cette force, cette capacité de transcender, puis de se mettre au-dessus de tout le monde. Parce qu'il avait autour de lui des gens qui se disaient, c'est notre tour, maintenant c'est notre tour, on va faire aussi ce que les autres ont fait. Voilà l'erreur de Lissouba. Alors, il nous faut des hommes, effectivement, gérer ces institutions. Il faut des hommes de consensus. Et surtout, il faut des hommes qui soient capables de frapper sur la table et de montrer le chemin en disant « je suis le chef, vous me suivez ». Et voilà. Donc, moi, je n'avais pas grand-chose à faire, ou à dire plutôt. Mais, Cyriaque, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Toutes ces questions sur la rotation, sur les institutions. Bon, j'espère qu'un jour, lorsqu'il y aura une transition, tout ça nous amènera ça, parce que après tout, on aura besoin d'un consensus de tous les Congolais. Nous faisons partie d'un maillon, il y a des milliers de Congolais, certainement, qui réfléchissent aussi sur ces questions. Nous n'avons pas le monopole de la vérité. Voilà pourquoi nous estimons qu'il faut une transition. Au cours de cette transition, il faut que nous parlions de toutes ces questions, qui sont des questions d'avenir et qui sont des questions de notre pays. Moi, je n'avais pas grand-chose à dire, sinon saluer cette initiative, je crois, parce que depuis un moment, sur la place de Paris, on a l'impression que le combat est mort, mais c'est la réflexion qui pourra faire que ce combat puisse surgir et vivre, parce que on est aussi à un moment où le pays a plus besoin de réflexion que des petits bricolages qui nous ont amenés jusque là où nous sommes. Merci. Hélène Yali, donc citoyen. Alors moi je vais intervenir d'abord, je vais faire une petite analyse sur les mots qui minent un peu notre pays. À mon sens,
à mon sens, il y a l'immoralité et l'irresponsabilité de notre classe politique. Ça, c'est le premier point, duquel découle justement le manque cruel d'hommes d'État. Parce que pour moi, je suis désolé, on a eu des présidents de la République depuis 1960, mais on n'a eu aucun homme d'État. Tous ceux qui se sont succédés à la magistrature suprême au Congo, pour moi, n'ont pas été des hommes d'État. Permettez-moi, je suis un petit peu nostalgique. Moi, je suis très nostalgique de la période pré-indépendance, c'est-à-dire la période entre 45 et 56, où on avait deux bonhommes qui, pour moi, ont été des hommes d'État. Jacques Opango, Jean-Félix Tshikaya. Et je dirais également qu'aujourd'hui, voilà, l'autre problème, en dépit à part l'irresponsabilité et l'immaturité de notre classe politique, c'est qu'on a un problème ethnique. Je pense que les frères qui m'ont précédé l'ont souligné. Mais pour moi, le problème ethnique n'est pas réellement un problème, parce que l'ethnie, la tribu aujourd'hui est exploitée par les hommes politiques. Et on a eu, dans les années 60, avant l'indépendance, un exemple patent avec Jean-Félix Tshikaya. Quand Jean-Félix Tshikaya règne entre 45 et 56, il y a autour de lui ce qu'on appelle à l'époque l'Assemblée territoriale. Et l'Assemblée territoriale, c'était un petit peu l'Assemblée locale, si vous voulez. Et autour de cette Assemblée locale, il y avait tout le monde. Il y avait le parti de Tshikaya, le PPC, il y avait le parti d'Opango, puisque c'était les deux principaux partis, il y avait le RPF de Garnier, et puis il y en avait un ou deux autres. Mais comment Tshikaya a conçu la chose? Tshikaya a conçu la chose, je pense qu'il y a des frères qui l'ont rappelé ici, de manière à ce que tout le monde soit représenté au niveau de cette assemblée locale. Et ça fonctionnait exactement comme une assemblée tournante. La preuve, le PPC, qui était pourtant le parti majoritaire, partageait le pouvoir. Il y avait, je crois que c'était tous les 2 ans qu'on élisait le président de l'assemblée territoriale, et c'était à tour de rôle. Un coup c'était un élu du PPC, un coup c'était un élu d'Opango, un coup c'était même quelqu'un du RPF. Bref, ce qu'il y avait de bon, c'est que ça permettait à tout le monde de participer au pouvoir et d'apprendre justement, de faire connaissance avec le travail parlementaire. Et Tshikaya avait étendu ce modèle de gestion aux assemblées, parce qu'il y avait également au niveau de ce qu'on appelle le Grand Conseil de l'AEF, qui est l'aïeul, si vous voulez, de la CEMAC. Et c'était la même chose. Il y avait tout le monde. Et quand on prend également les institutions hexagonales, puisque à l'époque on dépendait de la France, il y avait 3 institutions hexagonales. Il y avait l'Assemblée nationale, Tshikaya était donc notre représentant ici. On avait l'Union française ou le Sénat, et à l'Union française ou au Sénat, ça tournait. Ça commençait d'abord avec un compatriote du Poul, après ça a été quelqu'un du Niari, et ainsi de suite. À l'Assemblée de l'Union française, c'était exactement la même chose. Et je pense que ça, il y a des frères qui l'ont rappelé ici. Mon frère Poitiers-Corneau l'a rappelé, et puis je crois 2 autres l'ont rappelé. Je pense que ça permet justement, je crois que c'est Montesquieu quand il fait les 3 pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire, qui dit qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut qu'il y ait des contrepoids. Et quand tout le monde est autour d'une table, ça permet déjà de freiner, de refréner un peu certains appétits. Au niveau des institutions, on a un grand pays comme les États-Unis. Les États-Unis, c'est un grand pays, c'est la plus grande puissance du monde. Aux États-Unis, on a un président. Mais ce président,
est obligé de compose avec le Sénat. Et il y a bien des moments où le Sénat ne ratifie pas les lois que le président propose. Donc il faut, parce que les juristes, je crois que le grand frère Bakouna Pélé est là, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un système de checks and balances. Les institutions, oui, mais il faut qu'il y ait justement des poids et des contrepoids pour que justement les choses fonctionnent de manière où il est. En France, par exemple, on a eu François Mitterrand qui était contre, et vraiment contre la constitution de la Ve République. Il a écrit, donc je crois, le coup d'État permanent, je crois que le doyen qu'on appelait, c'est de quoi je parle, mais une fois qu'il est arrivé, qu'il est devenu président, il s'est fondu dans ces institutions. Donc, ça c'est pour dire, ça rejoint un peu l'argument que je dis chez nous, en fait, le problème, c'est pas tant les institutions, je pense que ce sont les hommes. On n'a pas d'hommes d'État aujourd'hui. Et c'est pour ça que les choses ne marchent pas. On n'a pas d'hommes d'État, on n'a pas des hommes qui aient vraiment une envergure nationale, qui privilégie l'intérêt national. Ça, on l'a pas. Et donc, c'est ce qui cause un peu nos problèmes aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas abuser du temps de parole. Martial Matingou, congolais, citoyen. Je rajouterai professionnel de santé. Ce qui m'a intéressé dans cette table ronde, c'est essentiellement la notion de réflexion sur un mot qui, moi, me paraît extrêmement utile pour notre pays, compte tenu des expériences tragiques que nous avons connues, la notion de transition réparatrice. En fait, c'est le mot réparatrice qui, moi, m'a touché. Pourquoi? Tenons compte de ce que vient de dire, d'une part, Madame la Ministre, qui parle en réalité des réalités congolaises et du Congolais en réalité. Comment sommes-nous? Où sommes-nous? Combien sommes-nous? Où voulons-nous aller? Je m'exprime ainsi, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte des multiples contradictions que nous avons entre nous. On soulève en fait l'aspect ethnique. C'est une réalité. C'est une réalité. Simplement, il va falloir qu'on l'assume. Il va falloir qu'on l'assume en prenant les précautions que tu as parfaitement décrites, hein, Ngwa et puis notre confrère à côté. Je suis, en disant cela, pour une forme de fédéralisme centralisé. Je m'explique. L'histoire de notre pays est sous-tendue par des royaumes. Nous sommes tous habitués à ce qu'on appelle des mbongi. Ce que nous faisons ici est un mbongi. Je pense que l'architecture future électorale, en tout cas dans mon rêve, devra tenir compte de ces paramètres. Le royaume Congo, le royaume Luango et le royaume Mboshi. Et les tensions et les conflits que nous avons connus, je pense, sont liés à cette histoire. Et donc, il faut revisiter l'histoire. Et cette histoire est importante pour que nous puissions nous projeter, en tenant compte de l'ensemble des difficultés que nous avons eues. Le doyen ici a parlé de la ville de Bordeaux, j'en viens. J'ai atterri ce matin, je repartirai ce soir. C'est la raison de ma présence parce que je me suis rendu compte qu'il faut que l'on se parle et qu'enfin on se dise les choses clairement. Je veux m'inscrire un petit peu en faux par rapport à la phrase qui dit « sans Sassou ». Je dirais plutôt « sans le système Sassou ». Ce n'est pas la même chose. Parce que M. Nguesso est, qu'on le veuille ou pas,
président de la République, certes, entre guillemets, de l'assentiment de la plupart des Congolais, puisque beaucoup l'appellent Monsieur 8%, parce que manifestement, il n'a pas apparemment gagné ces élections. Mais enfin, on sent quand même que lorsque l'on propose un dialogue, il y a quelques personnes, notamment de la diaspora, qui passent derrière des arrière-boutiques pour se dire, finalement, je peux être avec vous tout en étant dans la réflexion future. C'est-à-dire, on est toujours un petit peu entre deux chaises. Bref, je vais faire un petit peu pour rester dans la proposition institutionnelle d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut néanmoins un président. Quelles seront les modalités? Ça fera l'ordre d'une discussion. Mais je pense qu'il faut un président parce qu'il faut, comme l'a dit Madame la Ministre, il faut un chef. Nous avons une culture. Et cette culture nécessite des chefs. Dans un Bongi, il y a un chef. Certes, dépouillé peut-être de ses pouvoirs en partie ou en totalité, nous verrons. Néanmoins, il faut un président qui devra représenter notre nation. Ensuite, sur le plan de l'exécutif, moi je pense que la place du Premier ministre devra à ce moment-là être tournante. Pourquoi? Parce que c'est le Premier ministre qui exécute la mission et quelque part le programme initié par le président de la République après les élections. J'entrerai dans les détails parce que j'ai des réflexions personnelles que j'ai écrites, mais bon, je ne vais pas les détailler ici. Ensuite, sur le plan législatif, je ne dirais pas absence de Sénat. Je dirais que chez nous, en tenant compte de ce que j'ai dit auparavant, notre culture est sous-tendue par ces trois royaumes. Donc, à mon avis, il nous faudra trouver une forme de maillage entre une forme de parlement qui sera de temps en temps corrigé par un collège que je pourrais appeler pour moi un haut conseil des sages, représenté par les différentes régions, tenant compte de ces aspérités justement, de ces conceptions au plus profond de nous, pour que chacun de nous soit un petit peu, allez, on va dire, soulagé d'être représenté. C'est-à-dire que les lois devront être sous-tendues en tenant compte de notre culture. Et pour moi, ce Haut Conseil des sages devra, combien seront-ils par région, quelle sera la répartition? Mais ça fera l'œuvre d'une discussion, je pense, que nous allons avoir. Et pour finir, j'aimerais me projeter dans l'avenir. Un doyen ici a parlé de l'armée. Effectivement, il y a un problème chez nous. Si je suis trop long, il faut m'arrêter. Non, c'est intéressant. Très bien. Non, mais laisse-le continuer, c'est intéressant. Je pense que la sécurité de notre pays, je dis bien, pas du système, la sécurité de notre pays est un élément extrêmement important. Pourquoi? Nous sommes séparés par le deuxième fleuve le plus puissant au monde, qui est le fleuve Congo. Nous avons en face nos voisins, mais qui nous admirent. Pourtant, ils sont plus nombreux que nous. Mais qui nous admirent parce que nous partageons un patrimoine commun. Et le pays que nous représentons, dont nous venons tous, et là je vais finir par une petite anecdote, j'ai un confrère ouest-africain qui m'avait dit « Le Congo est la clé. Notre pays a la forme d'une clé. » Bon, pas les clés numériques, mais les clés de chez nous. La clé classique. La clé classique de chez nous, on ouvre une porte. Et je pense que si nous nous élevons plus haut que nos prédécesseurs, nous aurons une chance d'avancer. Et de faire en sorte que ce pays, enfin, retrouve, on va dire, la plénitude de ses moyens parce que nous regorgeons de talents. Et ils sont nombreux. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'espace. J'espère que nous commencerons le début d'une nouvelle ère, de l'après-système. Merci. Oui, je me présente Albert Michel Tudibalinga, citoyen congolais. Alors, lors de la première séance, j'avais évoqué la problématique de la jeunesse. C'est un concept qui est un concept anthonyme. Si on peut se référer à la jeunesse, on se baserait déjà de la petite enfance jusqu'à un âge adulte de 30-35 ans.
Alors, je suis professionnel de l'insertion et de la formation. Donc, je travaille avec le ministère de la Défense où j'ai animé des sessions de bilan d'orientation pour le reclassement et aujourd'hui avec le ministère de la Justice pour les semi-libertés, les conditionnels et le PSE, bracelet électronique. Donc, dans le cadre de l'insertion professionnelle. Alors, ça fait 35 ans que je suis là-dedans, donc je suis presque à la retraite, orienté par l'État congolais pour faire des études. Je ne suis pas reparti, donc j'ai pas servi mon pays et c'est un gros regret. Alors, j'appréciais quand même la thématique de M. Mabela sur les grands ensembles. Pour moi, je me dis que on peut dépouiller la fonction présidentielle par les grands ensembles. Il serait peut-être de fait honorifique. Et le pouvoir serait un pouvoir local. Le citoyen serait proche de son élu et il y aurait des agents territoriaux. Alors, à partir de ce moment-là, comment concevoir que l'argent, le Congo crée beaucoup d'argent, mais qui n'arrive pas au petit peuple. Nous avons eu la chance à l'époque, ceux qui sont nés dans les années 50 aux années 60, déjà à partir du CM2, il y avait une visibilité sur ce qu'on allait faire. Il y avait Sibiti, il y avait Mouyondi, il y avait tout ça, il y avait un choix. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de choix. Il n'y a plus de choix. Est-ce qu'il y a des statistiques qui disent que combien de jeunes Congolais qui sont à l'université, qui terminent leurs études et qui travaillent et qui ont eu de céleste que ce passeport du contrat que moi j'énumère que c'est le contrat, le seul contrat, il faut appartenir à un parti. Il y a même des jeunes aujourd'hui qui sont salariés parce qu'ils sont au PCT ou voilà. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit mais c'est quoi? Et l'homme congolais est chosifié, il est infantilisé. À la rentrée scolaire, c'est le membre du parti, c'est un député qui va distribuer des kits d'entrée scolaire. Le parent est devenu quelqu'un qui est là, qui assiste, qui est mendiant pour l'argent qui appartient à tout le monde. Et à partir de ce moment-là, si on décentralise et si le pouvoir est donné au niveau des grands ensembles qui, eux, doivent rendre compte directement aux populations, je pense qu'on aura gagné. Et en ce moment-là, dans les thématiques et les ateliers qui seront faits, effectivement, chacun de nous apportera sa réflexion. Alors, en 2009, un monsieur, que je vais taire le nom, qui est au pouvoir actuellement, est venu me voir, parce qu'on a été à l'université ensemble. Il me dit, mais Albert Michel, parce que je travaillais avec l'AFPA à l'époque, est-ce que tu peux nous faire un document sur l'insertion professionnelle des jeunes? J'ai dit, pourquoi pas? Mais ça ne m'intéresse pas, mais je vais le faire. Alors, j'ai fait un petit document, et j'ai envoyé aux personnes les plus concernées, et on m'appelle. Ah oui, mais vous dites toujours Albert Michel, mais vous n'avez pas un nom. Mais dès que j'ai dit mon nom, voilà, je m'appelle Badinka, voilà, je suis Lignari. Alors c'est fini, ça s'est coupé automatiquement. Vous voyez? Alors, vous voyez, c'est malheureux pour nous quand vous avez des petits frères qui vivent encore chez les parents, qui se marient là, qui n'ont rien, qui n'ont pas un boulot, qui sont là, nourris et logés. Il y en a même qui vendent les moutons dans la parcelle. Ils ont fait des grandes études. Vous voyez, on peut avoir des institutions, mais c'est d'abord l'homme congolais. Ça se peut partir. Si les mentalités ne changent pas, rien ne se fera. Rien ne se fera. Aujourd'hui, vous êtes nommé ministre. La première des choses, c'est de s'accaparer un peu d'argent, de se nourrir, de faire tout ce qu'on a envie. Et si on est délogé de là, on a au moins sa vie jusqu'à 15, 30, 45. Nous autres, on s'en fout là. Moi, ma petite je vais la faire ici. Malheureusement, j'ai dit malheureusement, j'aurais bien voulu être utile pour mon pays. Alors donc, à partir de ce moment-là, il faudrait tout simplement qu'on réfléchisse. On peut prendre le pouvoir, les gens peuvent prendre le pouvoir, mais c'est la question de l'homme et surtout les richesses qui doivent aller aussi chez nos parents. Un enseignant est dans une localité, s'il n'a pas son salaire, la maman qui vend son manioc n'aura pas d'argent. Vous voyez la chaîne? C'est cette chaîne-là. Donc, la réflexion, c'est celle-là. Ça, les grands ensembles, comme a dit Babela, ça, c'est quelque chose qu'il faille approfondir. On peut dépouiller le rôle du président.
Parce qu'aujourd'hui, le prix, c'est quoi? Sassou n'a pas payé les salaires. Vous vous rendez compte? Tout tourne autour de cet homme providentiel, ce roi. Alors qu'au niveau du local, les populations ne s'adresseraient qu'aux personnes qui sont là, qui sont proches des populations. Donc voilà, j'en dirai pas plus, mais lors des ateliers, effectivement, on apportera quand même quelques Alors, Hilaire Bakala, je suis biologiste universitaire. Je voudrais revenir sur les mots qui minent notre pays et sur lesquels on est presque tous d'accord. Mais les mots, en fait, sont les symptômes, n'est-ce pas, des vrais problèmes qui sont derrière, qui sont la cause donc, de ces mots. Et je pense que autant on est d'accord avec les mots dont on souffre, autant sur les causes, effectivement, il n'y a pas consensus, c'est normal. Et je pense que les institutions en soi ne sont pas le problème. Je crois que c'est, bon, d'autres l'ont dit, c'est pas en revenant au Mbongi que l'on va régler le problème des institutions au pays. Mais le problème, effectivement, c'est les hommes. Et moi, je ferais lien, d'ailleurs, un adage qui dit que les institutions ne valent souvent que ce que valent ceux qui sont en charge de les animer. Et je pense que nous devons essayer de trouver des solutions à ce problème des hommes. Pourquoi? Parce que la pratique politique chez nous n'est pas mue par la volonté et l'intérêt de l'intérêt commun et du service public, mais par la course à l'enrichissement individuel et de son clan, éventuellement, pour appuyer sur le fait que on dit Sassou, mais en fait, c'est toute la clique, c'est tout le système, d'accord, qui est derrière. Et le recours à la force et au coup d'État n'est que l'instrument privilégié pour l'accès et le maintien au pouvoir. Et donc, le pouvoir et l'argent sont en quelque sorte confondus, et ce qui engendre un régime politique, moi que j'ai appelé syncrétique, qui est un mélange de tout. C'est soi-disant une république, avec un président, mais c'est une autocratie, enfin, des comportements qui datent de notre siècle. Et donc, un régime politique syncrétique où la mauvaise gouvernance et le mépris des institutions constituent la rampe de l'exercice du pouvoir. Donc, en dernière instance, la responsabilité du dirigeant politique est au centre des problématiques actuelles et eu égard aux problématiques institutionnelles ou d'organisation politique de l'État. Donc, pour moi, les problèmes que l'on connaît, la paupérisation absolue des populations, les détournements des fonds, etc., sont la conséquence des pratiques et des moyens d'accès et de maintien au pouvoir utilisés par la gouvernance publique erratique, imputable aux dirigeants en charge de la conduite de l'État. Alors, quelle forme d'organisation adéquate du pouvoir? Nous ne pourrons pas faire l'économie d'une démocratie rénovée, universelle. Alors, universelle, je dis ça parce qu'effectivement, arrêtons, on ne va pas réinventer le carrosse, enfin la roue d'une charrue. Il faut être au XXIe siècle avec des éléments de développement technique et aussi intellectuel. Enfin, là, il y a quand même eu la révolution qui est passée par là, il y a eu des tas de choses. On n'est pas obligé de resuivre le cheminement traditionnel de développement des populations ou des sociétés pour
prétendre régler des problèmes qui sont des problèmes actuels. Hein. Je pense que ça, c'est très important. Alors, les formes d'organisation, je disais, on ne peut pas faire l'économie d'une démocratie rénovée, universelle, qui mette en place un régime parlementaire. Alors, vous comprendrez bien ce que je vais dire. Alors, un parlement monocaméral, effectivement, mais qui sera au centre de la vie publique. L'Assemblée nationale doit être élue au suffrage universel à la proportionnelle intégrale, ce qui permettrait de représenter toutes les populations à l'Assemblée, avec évidemment au plus fort taux, au plus fort reste, de telle sorte que toutes les populations soient représentées. Alors celle-ci devra être relativement restreinte pour des économies d'échelle, pour qu'elle ne soit pas budgétivore. Et alors on peut dire une centaine de membres, etc. Et de plus, elle permettrait une délibération relativement rapide et éviter des blocages. Il serait bon, alors ça c'est des détails à traiter dans les commissions, mais il serait bien d'instituer dans le règlement intérieur un seuil fonctionnel pour la constitution de groupes parlementaires. Cette assemblée aura la charge d'élire le chef de gouvernement dans la coalition majoritaire. Alors, un gouvernement aussi, le chef du gouvernement donc élu présentera sur la base d'un programme de gouvernement un exécutif qui sera plébiscité par l'Assemblée nationale. Là aussi, le gouvernement ne doit pas être pléthorique pour mettre une action publique efficace et transparente. On peut envisager que ce gouvernement soit relayé par des grandes directions de pilotage des politiques publiques. Il faudra mettre ces directions de pilotage en place. Sur l'ensemble du territoire national, le gouvernement s'appuiera sur des préfets ou délégués de région dont le nombre ne devrait pas excéder 5 ou 6, peu importe le nombre, pour servir de périmètre rationnel de mise en œuvre des politiques publiques. Pour contrebalancer l'Assemblée nationale monocamérale, il peut être pratique d'organiser les compétences des préfets ou délégués de région, et ces derniers bénéficieront d'un droit d'information élargi pendant les sessions parlementaires. La région, dont le périmètre reste à définir, devrait contenir en son sein au moins 2 ethnies pour matérialiser le vouloir vivre ensemble de nos populations. Alors, les préfets et les délégués de région devront être élus au suffrage universel au même moment que les maires. Et pour lutter efficacement contre les déperditions des fonds publics et consolider dans les meilleurs délais la solidarité nationale, l'échelon départemental devrait être proscrit. Cependant, les mairies pourraient constituer un excellent niveau de valorisation du vivre ensemble et de l'administration de proximité des populations. Elles peuvent en plus représenter un maillon pertinent de la détermination des circonscriptions électorales. Alors, je vais terminer. Et le président de la République, c'est la 5e roue du carrosse, sera élu au suffrage universel direct, majoritaire, à 2 tours, mais il sera chef de l'État et n'aura ni de pouvoir
exécutif, ni de rôle dans le gouvernement et n'aura qu'une fonction symbolique de représentation. Enfin, pour toutes les fonctions de représentation de la nation et de la haute fonction publique, les rémunérations et les indemnités devraient être raisonnables, sinon modestes, et exprimer clairement la volonté de servir et la recherche permanente de la maîtrise de la dépense publique et de l'exemplarité. Voilà grosso modo ce que je pense que peuvent être les institutions sans renier la totalité de ce qui existe, mais effectivement, probablement, mettre l'accent sur les personnes et autour, bien évidemment, des institutions qui soient capables de canaliser, de contrôler le pouvoir politique. Yo